man, one giant leap for mankind. En accomplissant son premier pas historique sur la Lune, Neil Armstrong concrétisa le travail de tous ceux qui construisirent le centre spatial. Cet été de l'année 1969, les astronautes américains furent les premiers êtres humains à marcher sur la Lune. Tandis que l'on célébrait l'événement, peu se rappelèrent que 12 années plus tôt, les États-Unis semblaient condamnés à perdre la course spatiale. Octobre 1957. L'Union soviétique met un satellite de 15 kg dénommé Spoutnik en orbite. Il s'agit du premier engin spatial de l'histoire. Les Russes se réjouissent, les Américains frissonnent. Lorsque le Spoutnik a décollé, j'ai eu peur. Nous étions en pleine guerre froide. Les journaux disaient que les Russes possédaient un engin leur permettant de nous observer. Les États-Unis se dépêchent alors de lancer le premier satellite américain, Vanguard 1. Mais le lancement est un désastre. Il fallait faire quelque chose, et vite. En 1958, les États-Unis fondèrent la NASA, l'administration spatiale et aéronautique nationale. Les scientifiques de la NASA rêvaient d'envoyer des hommes en orbite autour de la Terre, voire autour de la Lune. Mais leur rêve ne pouvait se réaliser que si la NASA résolvait un problème technologique de taille. Les fusées américaines pouvaient mettre de petits satellites en orbite, mais aucune n'était assez puissante pour permettre à un équipage d'astronautes de se libérer de l'attraction terrestre. Une équipe de scientifiques de haut niveau, dirigée par le docteur Werner von Braun, se mit au travail. Von Braun et la plupart de collègues étaient des Allemands, qui avaient appris leur métier pendant la Seconde Guerre mondiale, en envoyant notamment les redoutés missiles V2 d'Hitler sur Londres. L'équipe calcula que pour libérer des astronautes de l'attraction terrestre, les États-Unis auraient besoin d'une fusée 3 fois plus grande et 10 fois plus puissante que leur plus grande fusée actuelle. Son nom serait Saturne. La NASA n'avait jamais fait décoller un tel engin. Certains craignaient que mise à feu ne brise les vitres des habitations sur des kilomètres à la ronde, ne provoque des incendies ou ne perce les tympans de la population. S'il explosait près d'une zone habitée, les conséquences seraient inimaginables. Avant de pouvoir tester sa nouvelle superfusée, la NASA devait trouver un lieu sûr pour y établir sa base de lancement, loin de la population civile et des espions soviétiques. La NASA trouva ce lieu sur la côte est de la Floride. 5 siècles plus tôt, des marins espagnols l'avaient dénommé Cabo Cañaveral, ce qui signifiait le cap des plantations de canne à sucre. Cap Canaveral est curieusement situé sur la même latitude que le lieu où Jules Verne imagina, au XIXe siècle, le lancement d'une fusée dans son roman « De la Terre à la Lune ». L'armée y testait des missiles depuis 1949, utilisant une tour de lancement construite à partir d'échafaudages de peintre. L'importance du secret fut une des raisons qui motiva le choix de cet emplacement reculé. Mais ce n'était pas la seule. Le lancement des fusées était une activité dangereuse. Pendant les 10 premières années passées au Cap, on peut dire que je possédais plus de fusées que n'importe qui. Car chaque fois que l'une d'entre elles avait des problèmes de fonctionnement, on me disait « Elle est à toi ».
La plupart d'entre nous avaient connu la Deuxième Guerre mondiale, et cela nous a aidés pendant les premières années. Si la fusée explosait, nous savions à quoi nous attendre. Le docteur Kurt Debus, ancien responsable des opérations V2 de Wernher von Braun, était chargé de diriger la nouvelle base de lancement. À la tête de l'activité construction se trouvait un homme qui allait devenir une légende de Cap Canaveral, le colonel de l'armée américaine Rocco Petrone. Rocco menait toute l'équipe à la baguette. Toi tu fais ceci, toi tu fais cela. Il n'arrêtait pas de nous pousser. Il était intimidant et exigeant. Il vous pressait comme un citron et était avare de compliments. Alors, quand vous en aviez, ça voulait vraiment dire quelque chose. On ne discutait pas avec lui. Si on avait un problème, il fallait soit le résoudre, soit avoir une très bonne explication à lui fournir. Est-ce que j'étais dur? J'étais exigeant. Mais je pense aussi que j'étais compréhensif. Je ne crois pas avoir jamais demandé à quelqu'un quelque chose que je n'aurais pas pu faire moi-même. Mais je devais insister pour que certaines choses soient faites dans un certain délai. On a besoin de gens comme lui pour faire certaines choses, surtout quand on va vers l'inconnu. Or, c'était notre cas. Nous allions vers l'inconnu. La rampe de lancement 34 était la réponse de la NASA face à l'inconnu. Aujourd'hui, c'est une ruine abandonnée. Mais au début des années 60, il s'agissait du centre névralgique du programme spatial américain. Le lieu même où les ingénieurs de Cap Canaveral réussiraient ou échoueraient. La construction de la rampe de lancement 34 commença durant l'été 1959. Avec un œil sur le calendrier et l'autre sur l'exécution des travaux, Rocco Petrone dirigea ses ingénieurs et ses ouvriers d'une main de fer, le premier lancement de Saturne étant programmé moins de 2 ans plus tard. Août 1961, une barge arrive à Cap Canaveral. Son chargement, la fusée Saturne 1. Les ingénieurs du centre spatial aperçoivent pour la première fois ce qui régit leur vie depuis bientôt 2 ans. Saturne 1 tire sa puissance d'un ensemble de moteurs, plus nombreux que sur n'importe quelle autre fusée américaine. Ces moteurs feront l'objet du test le plus ardu jamais entrepris sur la nouvelle rampe de lancement. « 27 octobre 1961, jour du lancement. La rampe 34 doit permettre de réaliser un exploit jamais tenté auparavant. Sur le socle de la rampe, une pince géante formée de 8 bras rétractables tient la fusée en place. Lorsque les moteurs de Saturne sont mis à feu, 4 de ces bras relâchent leur emprise, tandis que les 4 autres doivent maintenir la fusée sur le socle au moins 3 secondes. Assez pour que les ingénieurs soient sûrs que tous les moteurs sont lancés. Si la mise à feu échoue, les 4 bras rétractables doivent saisir la fusée et la ramener sur la rampe pour l'empêcher de tomber et d'exploser. Tandis que le moment du décollage approche, Debus et Petrone semblent confiants, répondant au pied levé aux questions de journalistes sceptiques quant au bon fonctionnement de l'ensemble des moteurs mis au point par von Braun, et n'hésitant pas à qualifier le lancement de Saturne de dernière bataille. Dans leur salle de contrôle, les ingénieurs entament le compte à rebours du lancement et tentent de maîtriser leur angoisse. Il y avait une tension énorme qui s'était accumulée depuis des mois. On vivait désormais les derniers instants. Personne ne parlait en dehors de ceux qui énonçaient les commandes. On avait fait notre boulot en ne négligeant aucun détail. On arrivait maintenant au moment de vérité, au décollage et à l'envol de la fusée.
L'ensemble des moteurs est mis à feu. Pendant 3 secondes, les bras de la rampe de lancement retiennent une poussée de 7500 tonnes. Puis la libèrent. Le lancement de Saturne 1 est un triomphe. Les États-Unis en ont bien besoin. 6 mois plus tôt, le 14 avril 1961, le cosmonaute russe Youri Gagarin avait été le premier homme à voler dans l'espace. Alors même que Saturne 1 s'est lancé vers le ciel, les ingénieurs de la NASA devaient faire face à un nouveau défi lancé par leurs rivaux soviétiques. Le relevé allait les amener là où aucun ingénieur n'avait été auparavant, vers la création d'un des bâtiments les plus incroyables du monde. Dominant l'horizon sur des kilomètres à la ronde, le hangar d'assemblage est le bâtiment le plus proéminent du centre spatial Kennedy. Il est difficile d'appréhender à l'œil nu la taille gigantesque de cette structure, même lorsqu'on sait que son toit pourrait accueillir un stade de football, que ses portes laisseraient passer l'immeuble des Nations Unies, ou que les rayures de son drapeau américain sont aussi larges qu'une autoroute. De l'extérieur, le hangar d'assemblage ressemble à une boîte géante, mais à l'intérieur, c'est un labyrinthe d'acier de 50 étages. À son achèvement, il s'agissait du plus grand bâtiment jamais construit dans le monde. Aujourd'hui, il reste le 3e. Le toit du hangar est une surface de 3,25 hectares de béton étendue à la truelle. Probablement la plus grande plaque de béton jamais posée à la truelle. Dans les années 60, il n'existait pas de matériel assez léger pour travailler là-haut. Ici, à 160 mètres d'altitude, la direction du vent est différente de celle du sol. C'est la direction du vent que les pilotes d'avion prennent en compte. Aucune navette spatiale ne peut être mise en orbite sans être passée préalablement par ce hangar. À l'intérieur, des ouvriers élèvent la navette au-dessus du sol et lui fixent les énormes réservoirs de carburant qui lui permettront de se propulser dans l'espace. Les navettes spatiales mesurent plus de 30 mètres de long et pèsent 300 tonnes. Mais elles paraissent minuscules dans l'immensité du hangar. Les grues géantes les manipulent comme des jouets. Même équipées de leurs réservoirs, elles n'atteignent pas le dernier étage du bâtiment. C'est parce que le hangar n'a pas été conçu pour assembler des navettes spatiales, mais une fusée 2 fois plus grande qu'elle, la plus grande fusée jamais lancée. Au début, personne ne savait comment concevoir un bâtiment pour une fusée de cette taille. Tout ce que les ingénieurs savaient, c'est qu'ils se devaient de réussir, sinon ils perdraient la course spatiale. Mai 1961. L'Union soviétique célèbre une autre victoire spatiale. Le cosmonaute russe Youri Gagarin devient le premier être humain mis en orbite autour de la Terre. Le président américain, John Fitzgerald Kennedy, en a assez. Le président Kennedy posa cette question. Je suis fatigué d'être le second. En quoi puis-je être le premier? Nous savions tous que le président aimait gagner. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Pour les ingénieurs de Cap Canaveral, faire atterrir un homme sur la Lune allait être très difficile. Ils venaient juste de réussir le pari de construire une base de lancement pour Saturne 1, une fusée assez puissante pour libérer les astronautes de l'attraction terrestre, mais pas assez puissante pour les propulser jusque sur la Lune, ni adaptée pour les ramener sur Terre. La navette spatiale Apollo va mesurer seulement 18 mètres de long et peser 35 tonnes. Mais pour l'envoyer sur la Lune, il sera nécessaire de construire une fusée de 90 mètres de haut, 2 fois plus grande que la Statue de la Liberté, pesant 3000 tonnes. La nouvelle fusée Saturne V sera 1 tiers plus large et 6 fois plus puissante que Saturne 1. Elle décollera avec une poussée de 3750 tonnes, ce qui représente assez d'énergie pour pouvoir éclairer toute la ville de New York pendant 1 heure. Les ingénieurs calculèrent que 6 mois seraient nécessaires pour préparer le décollage d'une seule fusée Saturne V. Mais il n'était pas possible de laisser une fusée sur une rampe de lancement pendant 6 mois, exposée à l'air corrosif et aux fréquents ouragans de la Floride. Par ailleurs, les tests de la nouvelle superfusée et du module lunaire allaient requérir de nombreux lancements dans l'année, ce qui serait impossible si la rampe était occupée pendant 6 mois. Si les États-Unis voulaient atteindre la Lune avant la fin de la décennie, les ingénieurs de Cap Canaveral allaient devoir construire une nouvelle base de lancement. Une base qui pourrait faire décoller Saturne V. Nous n'avions aucune piste de travail, sauf celle de commencer avec une feuille de papier blanc. Certaines personnes avaient du mal à comprendre qu'il ne suffisait pas de dire « je veux ceci ». Nous devions partir de zéro. Le premier défi fut de concevoir une structure assez grande pour préparer un Saturne V pour son lancement tout en l'abritant des embruns et des ouragans. Une équipe de 6 sociétés new-yorkaises gagna le contrat et commença à embaucher. Pour de jeunes architectes comme Marty Stein, c'était une occasion unique, comme il ne s'en présente qu'une fois dans une vie. Je suis passé de $68 par semaine à quelque chose comme $250 par semaine. Au début des années 60, cela représentait beaucoup d'argent pour un architecte. J'ai pu payer mes factures, déménager dans un endroit plus spacieux. Le seul inconvénient, c'est que je n'ai pas vu ma femme pendant pratiquement 1 an. Je rentrais à minuit, dormais quelques heures et je retournais au travail vers 6 ou 7 heures du matin. Cela a duré environ 2 ans. Au cours de leurs longues heures de travail, les concepteurs de la structure eurent à se débattre avec leur plus gros problème. Comment empêcher l'énorme bâtiment de s'envoler? Seule une structure fermée de 120 mètres de haut pouvait protéger Saturne V des éclairs et des ouragans. Mais un édifice aussi grand était lui-même vulnérable aux puissants vents cycloniques. Une fois la structure fermée, elle est soumise à des forces incroyables. Avec des vents soufflant à 200 km/h, le bâtiment pouvait se renverser ou se soulever comme un ballot de paille. Pour éviter que le hangar ne bouge par gros temps, les architectes trouvèrent une solution ingénieuse, consistant à placer au sol d'énormes structures de renforcement sur toute la longueur du bâtiment. Le hangar peut affronter les ouragans parce qu'il a été construit comme un pont. Un bâtiment traditionnel comporte des étages tous les 3,50 mètres ou 4 mètres qui le soutiennent latéralement. Là, nous n'avions pas d'étage dans le hangar. Aussi avons-nous dû créer des tours. Cela ressemble à la conception des ponts dans la mesure où un pont tire toute sa force de ses tours. Les portes posaient un autre problème encore plus difficile.
Elle devait être assez grande pour laisser passer les fusées. Mais comment ouvrir et fermer une porte de plus de 140 mètres de haut? Dans les études préliminaires, toutes les portes hautes de 50 étages devaient être à 2 battants coulissants sur les côtés. Mais les ingénieurs calculèrent qu'elles seraient trop lourdes à faire coulisser. Cela aurait été un désastre si la fusée avait été prête à partir pour la rampe de lancement et qu'on n'ait pas pu ouvrir les portes. Du coup, la conception fut changée de sorte que seule la partie inférieure, haute de 25 mètres, soit composée de battants coulissants, parce qu'elle reposait sur le sol. Les portes de la partie supérieure s'emboîtaient simplement l'une derrière l'autre pour s'empiler au sommet du bâtiment. C'était comme si on prenait un garage standard pour 2 voitures et qu'on disait « Nous allons réaliser chacune des portes de ce garage en 20 mètres sur 20 mètres. » Quelque chose comme cela. Je ne me rappelle plus des dimensions. Et nous allons les faire rouler pour les empiler au sommet du bâtiment. Tandis que les architectes se débattaient avec les difficultés de conception des structures, les constructeurs devaient faire face au problème de la Floride elle-même. Même avec ses tours de renforcement, le hangar risquait de s'envoler par vent fort s'il n'était pas solidement ancré dans le sol. Mais comment ancrer le plus grand bâtiment du monde dans un marécage? Pendant la construction, nous avions un sentiment d'irréalité. Comme des enfants, nous faisions des dessins sans arriver à nous imaginer qu'un jour ils prendraient forme. Cela dépassait l'entendement. Les ouvriers utilisèrent des sonnettes vibrantes spéciales pour enfoncer des tuyaux en acier de 40 cm de diamètre dans le sol spongieux de Cap Canaveral à la recherche d'une couche de pierre. Ils l'atteignirent à plus de 45 mètres de profondeur. D'autres équipes se chargèrent de verser du béton. 4000 tuyaux et 65 000 mètres cubes de béton furent nécessaires pour édifier de solides fondations au hangar. Je pense toujours que nous avons accompli une sorte d'exploit. Pendant la construction, avec le nombre de gens et de machines que cela impliquait, et la quantité d'acier qui s'y trouvait, je m'émerveille encore que nous ayons pu achever un tel chantier. Mais au fur et à mesure que le bâtiment prenait de la hauteur, le danger grandissait. Les ouvriers risquaient leur vie à 50 mètres ou plus au-dessus du sol. Le 2 juillet 1964, ce fut la tragédie. Un ouvrier travaillant dans le hangar chuta d'une hauteur de plusieurs étages. Même des décennies plus tard, cet accident est difficile à oublier. Je ne pensais pas avoir ça. Cela a été une journée si triste. C'était un bon ami à moi. Au début, tout ce que j'ai pu voir, c'est la foule. Et quand je me suis approché, je l'ai vu sur le sol. À ce moment-là, j'ai détourné le regard. Parce que c'était trop dur. Miraculeusement, ce fut le seul mort pendant la construction du hangar. Mais tandis que les constructeurs œuvraient, un autre décès jeta une grande ombre sur leur travail. Il était chez lui à Palm Beach et il est venu, ce qui lui a permis de voir l'avancement des travaux. C'était en novembre 63. Il s'est envolé avec le docteur Debus vers la rampe de lancement où tous les matériaux étaient entassés. Et là, nous lui avons fait un compte-rendu. Puis il est rentré chez lui. Le lundi suivant, il décollait pour Dallas. 3 jours après l'assassinat de Kennedy, Cap Canaveral organisa sa propre cérémonie à la mémoire du président défunt. Le nouveau président, Lyndon Johnson, apporta tout son soutien au projet et baptisa la nouvelle base de lancement
Centre spatial Kennedy. Vers mars 1965, l'immense squelette en acier du hangar atteignait sa taille complète, soit 160 mètres de hauteur. La traditionnelle cérémonie célébrant la fin des travaux du gros œuvre put avoir lieu. Oh, ce fut une belle fête. On avait posé une poutre sur le sol et tous ceux qui avaient participé au chantier pouvaient écrire leur nom dessus. Et croyez-moi, il y en a des noms sur cette poutre. Nous la regardions et nous nous disions, eh bien peut-être serons-nous dans les livres d'histoire. Bien sûr, il y eut une petite cérémonie au cours de laquelle on mit un drapeau sur la poutre et on la hissa. Tout le monde s'attroupa autour. Ce fut un sacré moment. Je me sentais fier, nous avions accompli quelque chose. Désormais, nous pouvions dire, nous sommes prêts. Mais sortir et rentrer du hangar représentait un autre défi pour les ingénieurs de la NASA. Comment bouger une fusée grande comme 2 fois la Statue de la Liberté? La solution qu'ils trouvèrent pour remédier à ce problème constitue l'une des curiosités du centre spatial. Au centre spatial Kennedy, la mise à feu d'une navette spatiale sur sa rampe de lancement est toujours un spectacle impressionnant. Regarder la navette gagner la rampe de lancement en est un autre. Car voici le puissant véhicule qui sert à la transporter. Une sorte de tracteur aussi grand qu'un terrain de baseball, mesurant plus de 30 mètres de long et 30 mètres de large, pesant 3000 tonnes. L'un des plus grands véhicules jamais construits, le Crawler. Sa consommation moyenne est de 5 litres au mètre. L'OPEP sourit chaque fois que nous le faisons démarrer. Lorsqu'on conduit un grand véhicule, on en est responsable. Ici, il y a beaucoup de gens responsables. Il faut environ 25 personnes pour mettre cet engin sur la rampe de lancement. La sécurité étant la règle numéro 1, nous nous assurons toujours que les courroies, les sabots et les roulements sont en bon état. Chaque chenille est constituée par 57 sabots. Je crois que le plus grand danger est de perdre un sabot. Ces choses-là pèsent 1 tonne d'œufs, et si quelqu'un se trouve sur le passage, désolé, il n'y a plus personne. Aussi massive soit-elle, la navette spatiale n'est pas le plus gros chargement que les véhicules lents du centre spatial aient eu à transporter. Ils ont commencé leur carrière en déplaçant la fusée Saturne V, la plus grande réalisation ayant jamais volé dans l'espace, aux dimensions 2 fois plus grandes que celles de la navette. « 1961. Les scientifiques construisent Saturne V en calculant que si l'immense fusée explose sur la rampe de lancement, personne ne sera épargné sur un rayon de 3 km. Le hangar d'assemblage, le centre de contrôle et tous les bâtiments doivent par conséquent être construits à 3 km des rampes de lancement. Mais comment transporter la fusée entre le hangar et la rampe de lancement? Les ingénieurs commencèrent par étudier la possibilité d'un transport par barge ou par rail, pour finalement écarter ces 2 options, trop dangereuses et trop coûteuses. Et puis il y eut cet engin. Au début, personne au Cap ne le prit au sérieux. Mais comme le rail et l'eau perdaient les faveurs des ingénieurs, l'idée de déplacer Saturne V sur un tracteur géant parut soudain moins bizarre. At Cape Kennedy, America's moon landing program takes a giant step toward the launching pad. 25 mai 1966. Les Américains restent bouche bée devant la première manœuvre du véhicule. Devant un parterre de personnalités et de journalistes, ils transportent un prototype de Saturne V du hangar jusqu'à la toute nouvelle rampe de lancement numéro 39. Pour la NASA, il s'agit d'un jour mémorable. Pour l'équipe responsable du véhicule, c'est un jour de forte tension.
Je dois vous avouer que je tremblais. Nous tremblions tous. Nous ne savions pas vraiment ce que nous maîtrisions. Ces véhicules étaient grands et puissants. Nous faisions juste en sorte de faire la bonne chose au bon moment. Le poids de la charge sur le véhicule, que nous n'avions pas expérimenté auparavant, provoqua une pression extrêmement élevée dans le système de direction. Une pression proche de l'explosion. De telles pressions sont très dangereuses. Elles peuvent mettre des vies humaines en danger. Nous ne savions pas tout simplement quelle puissance serait nécessaire pour aller à la rampe. Nous n'allions pas très vite. Nous avions toujours le pied prêt à enfoncer la pédale de frein au cas où quelque chose n'irait pas ou qu'un objet tomberait par inadvertance. Il fallait être très vigilant. Nous ne voulions pas avoir à reculer ou perdre le contrôle du véhicule. En fait, nous avons vraiment eu de la chance d'y arriver du premier coup. La deuxième manœuvre de ce type eut lieu bien plus tôt que prévu. Seulement 3 semaines plus tard, l'ouragan Alma, le premier ouragan filmé de l'histoire de la Floride, dévasta la côte atlantique et menaça Cap Canaveral. Tandis que l'ouragan approchait, le véhicule dut ramener Saturne V de la rampe de lancement jusqu'au hangar. Le trajet nous sembla très long. Le sommet de la structure bougeait sous les rafales de vent et on sentait les répercussions jusqu'en bas. Le véhicule passa le test de l'Alma et, au fil des années, il passa le test du temps. La journée du véhicule commence dans le hangar, où il se glisse sous une navette spatiale, équipée de ses réservoirs et de ses propulseurs, et assise sur une énorme plateforme de lancement mobile. Le véhicule charge les 6000 tonnes de la navette et se dirige vers la rampe de lancement à 3 km de là. Le trajet prend 6 heures, soit une vitesse de 500 mètres par heure. Mais pour le crawler, tout ceci est un jeu d'enfant. Voici la salle de contrôle. Personne ne monte dans le véhicule avant que tout soit prêt à ce niveau. Normalement, il y a 3 ou 4 ingénieurs ici qui surveillent tous les mouvements de l'engin, tous les paramètres, depuis la température du moteur, la température de l'eau, jusqu'à la direction et le système de cric. Ce qui est unique, c'est qu'ils peuvent soulever 6000 tonnes en appuyant simplement sur ce bouton. Si la salle de contrôle est pour ainsi dire le cerveau du véhicule, la salle des machines correspond à ses muscles. 2 moteurs diesel de 3000 chevaux actionnent le véhicule. Chacun d'entre eux peut tirer 30 wagons. Ils n'utilisent que le tiers de leur puissance totale pour le transport d'une navette spatiale. Ceci suffirait à faire fonctionner un petit camion remorque avec un moteur diesel. Il y en a un par cylindre. À la fin du trajet, il y a encore un ultime défi. Le véhicule doit hisser son énorme charge sur la rampe de lancement inclinée à 5%, tout en la maintenant parfaitement à l'horizontale, alignée avec les socles qui maintiendront la navette sur la rampe. Là encore, le véhicule est parfaitement au point. L'une des spécificités de ce type d'engin, c'est de maintenir un niveau parfait pour la mise en orbite sur la base de lancement. Ce niveau parfait est obtenu grâce à un système de levier basé sur les cylindres hydrauliques que vous voyez ici. Il y en a 16 en tout sur le crawler, soit 4 à chaque angle pour maintenir l'ensemble à niveau. Plus on s'approche, plus il faut s'aligner avec précision. Nous le faisons avec l'aide d'un laser installé dans la salle de contrôle et dirigé par les techniciens. Au fur et à mesure qu'il s'approche, un transmetteur installé là-haut passe les informations à un poste de contrôle. Sur la tour de lancement, 2 personnes reçoivent le signal et le renvoient au crawler. Tandis qu'il monte, il se règle sur la ligne ici. Normalement, quand il s'arrête, l'écart est de moins de 30 mm par rapport à la surface de la base de lancement. C'est un exploit assez unique si l'on considère qu'il s'agit d'une charge de 6000 tonnes. Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qui s'occupe de la maintenance des 2 véhicules. Une génération qui n'était pas née lorsque ces monstres ont hissé pour la première fois les fusées vers leur rendez-vous avec l'histoire.
Vous savez, ici, c'est un vrai chef-d'œuvre. Il n'y en a que 2 spécimens au monde et nous qui travaillons dessus, on est les plus chanceux de tous. En fait, il y a 1 million de personnes qui pourraient faire ce travail, mais c'est nous qu'on a choisi. Si ça vous arrivait, ça vous ferait pareil. En tout cas, moi, j'adore ça. Au centre spatial Kennedy, les immenses silhouettes des véhicules et du hangar dominent l'horizon. Mais d'autres parties de ce vaste complexe spatial ne sont presque jamais visibles. Rampe de lancement numéro 39 du centre spatial Kennedy. L'une des 2 rampes de lancement construites pour envoyer les premiers hommes sur la Lune. Depuis 1981, elle met des navettes spatiales en orbite. Lorsqu'une navette spatiale décolle, le monde entier peut avoir un bon aperçu de la rampe de lancement numéro 39. Mais presque personne ne voit ce qui est caché à l'intérieur. Lorsqu'ils ont construit cette rampe il y a pas mal d'années pour le programme Saturne V, il fallait qu'ils trouvent un moyen de mettre les astronautes en sécurité au cas où il y a un problème. Nous allons pénétrer dans un endroit rarement visité. Construite sous terre, il s'agit de 2 pièces appelées la salle en caoutchouc et la salle d'explosion. Bienvenue dans la salle en caoutchouc. Un tube en téflon, aujourd'hui fermé, la connectait autrefois avec la surface. Si le danger menaçait, les astronautes et les ouvriers de la rampe de lancement pouvaient s'engouffrer dans le tube et glisser pour se retrouver en sécurité 30 mètres plus bas. Les astronautes auraient glissé dans cette salle si rapidement qu'ils étaient inquiets à l'idée de ne pouvoir se recevoir en douceur. Cette longue rampe fut construite pour les ralentir. Et si par hasard, elle ne les ralentissait pas assez, à l'arrivée, ils échouaient sur un gros coussin en caoutchouc. De la salle en caoutchouc, les astronautes et les techniciens couraient s'abriter dans la salle d'explosion, construite pour résister à leur pire cauchemar, l'explosion de Saturne V directement au-dessus de leur tête. Il s'agit d'une pièce circulaire avec un plafond en forme de dôme qui a été conçu pour résister à l'énorme impact d'une explosion. Toute la pièce est montée sur des ressorts hélicoïdaux géants. Elle est équipée de suffisamment de chaises pour accueillir non seulement les astronautes, mais aussi les ouvriers ou techniciens qui peuvent se trouver sur l'aire de lancement. L'idée était de glisser par le tuyau jusque dans la salle en caoutchouc, puis de se réfugier dans cette salle, fermer les portes, s'attacher sur une chaise et attendre le Big Bang. Dans les années 60, les ingénieurs de la NASA pensaient qu'ils avaient prévu tous les dangers possibles dans la tâche hautement périlleuse d'envoyer des hommes sur la Lune. Mais ils se trompaient. « 27 janvier 1967, les astronautes Roger Chaffee, Edward White et Virgil Grissom se préparent pour Apollo 1, le premier vol habité pour la Lune. Le 27 janvier, ils pénètrent dans la capsule pour une simulation de décollage. Ils sont enfermés à l'intérieur au moyen d'un sas plus solide que les précédents, mais également plus difficile à ouvrir. Tandis que les tests préalables à la mise à feu se déroulent, de mystérieux incidents se multiplient. Il y a d'étranges odeurs, des radios qui flanchent, trop d'oxygène qui afflue dans les combinaisons des astronautes. L'équipe en charge du lancement devient fébrile, mais le compte à rebours continue, jusqu'à ce que la tension se mue soudain en horreur. Il y a eu une sorte d'éclair. Il régnait un silence absolu dans la salle de contrôle. Nous savions que quelque chose ne tournait pas rond. Les techniciens mirent 2 ou 3 minutes à ouvrir le sas, et le chef de l'équipe nous informa que les 3 hommes étaient morts. Pendant les semaines qui suivirent cette tragédie, les ingénieurs sous le choc se démenèrent pour comprendre ce qui avait pu mettre fin si brutalement à la vie des astronautes. Toute une nation en colère voulait également le savoir. Au milieu des appels en faveur d'une annulation pure et simple du programme de vol, des délégations de membres du Congrès se succédèrent au centre spatial Kennedy pour demander des comptes. Tandis que Rocco Petrone
répondait tant bien que mal à leurs questions. Son équipe travaillait jour et nuit pour trouver les raisons du terrible accident. Le poids qui pesait sur nos épaules était énorme. Qu'aurions-nous pu faire pour éviter cela? Tandis que nous cherchions à comprendre, le temps ne comptait pas. Mais malgré toutes les longues heures passées en recherche, personne ne comprit jamais la cause du désastre d'Apollo 1. Beaucoup pensèrent qu'une étincelle électrique mit le feu à une atmosphère d'oxygène pur, hautement inflammable. Plus tard, grâce aux conclusions des essais auxquels nous avions procédé, nous avons découvert que tout pouvait brûler dans une atmosphère d'oxygène pur, même l'acier. Par bien des côtés, j'estime que cet incendie a permis de réussir à mettre le pied sur la Lune. En effet, s'il avait eu lieu dans l'espace, nous n'aurions pas pu ramener la capsule sur Terre et nous n'aurions rien appris. Tout le monde aurait crié « Haro » sur le programme, en disant que c'était trop dangereux et il aurait été annulé. Après la tragédie, les ingénieurs mirent un mélange moins volatile d'oxygène et de nitrogène dans la nouvelle capsule et croisèrent les doigts. Il n'y eut pas d'autres décès. Été 1967. Il ne reste plus que 2 ans au centre spatial Kennedy pour faire marcher un homme sur la Lune. À la fin des années 60, les ingénieurs du centre spatial avaient remporté des défis impressionnants, avaient conçu et bâti le hangar d'assemblage, avaient créé un véhicule pour transporter la fusée géante Saturne V. Restait la question la plus importante. La nouvelle rampe de lancement pouvait-elle envoyer un homme sur la Lune? Dans sa détermination à réussir, Rocco Petrone poussa son équipe dans ses derniers retranchements. Nous avons souvent travaillé 7 jours sur 7 et nous terminions tard le soir, particulièrement pendant les périodes de lancement. Bien sûr, nos vies de famille en ont souffert, mais cela faisait partie du job. Nous devions le faire. Nous faisions des journées de 12, voire 14 heures, parfois 7 jours sur 7. Un mois, j'ai travaillé 28 jours d'affilée, par période de 12 à 14 heures. Certaines personnes de mon équipe trouvaient que je donnais des délais trop courts. Mais il n'est pas possible de travailler en prenant son temps. Il faut que les choses soient prêtes dans un délai précis. 9 novembre 1967. Premier essai de lancement de Saturne V. Il n'y a personne à bord de la fusée géante. Mais cela ne diminue en rien la tension tandis que le compte à rebours commence. Si le lancement échoue, la poursuite du programme devra attendre. Lorsque nous sommes arrivés pour le lancement, nous étions confiants. Nous devions être les seuls à l'être. L'anxiété se concentre sur une série de bras qui relient la fusée à sa tour de lancement. Quand on termine le compte à rebours, il y a toujours 5 bras reliés à la fusée. Il est alors impératif de les dégager, sinon c'est le désastre. D'un autre côté, les bras ne peuvent pas se rétracter tant que les autres n'ont pas quitté la rampe. Elle a décollé, elle a superbement décollé. Pour moi, ce fut là le début de l'ère spatiale. En décembre 1968, Apollo 8 met 3 astronautes en orbite autour de la Lune. L'objectif final est désormais en vue. 16 juillet 1969. Il ne reste plus que 6 mois avant la fin de la décennie. Apollo 11
est mis à feu pour la dernière mission. Tout le monde priait à sa façon. Cela se voyait. Le silence était total. Mais après le décollage, et une fois la fusée hors de vue, tout le monde s'est relâché. Les gens se serraient la main et s'étreignaient pour se féliciter. Puis nous avons tous attendu que les astronautes atteignent la Lune. Contact light. Okay, engine stop. ACA at a descent. Mode control both auto, descent engine command override off. Engine arm off. Port 13 is in. We copy you down, Eagle. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Je suis très reconnaissant auprès de Rocco Petrone de nous avoir tous soudés. C'est lui qui nous a permis de réussir. On n'aurait jamais pu faire ça en un temps si court sans lui. Nous avons vécu des moments très durs, tous ensemble. De mauvais moments. Mais tout cela est normal. L'équipe a fait un travail formidable sous une grosse pression. Et nous avons créé un engin qui est toujours en service 30 ans plus tard. Aujourd'hui, le centre spatial Kennedy n'a guère changé depuis l'époque fantastique de sa construction. Une époque que ses constructeurs n'oublieront jamais. Sur mes 40 ans de carrière, les années passées à travailler sur le projet Apollo furent les plus merveilleuses. Le fait d'avoir pu réaliser le hangar nous donnait l'impression de pouvoir réaliser n'importe quoi d'autre. Lorsque Kennedy a défini l'objectif national, beaucoup de jeunes comme moi ont eu l'impression de faire partie d'une grande aventure. Et nous avons abouti à une belle réussite. Le centre spatial Kennedy entre aujourd'hui dans un nouveau millénaire et va affronter de nouveaux défis. N'étant plus rivaux, les États-Unis et la Russie collaborent désormais pour la construction d'un centre spatial international. Et la NASA s'intéresse à Mars. Personne ne sait quels seront les dangers et les difficultés des futures missions. Mais aucune jusqu'à présent ne s'est révélée irréalisable pour cette structure géante dressée dans les marécages de Floride qui a lancé l'humanité dans sa plus incroyable aventure.